Voilà, c'est parti. Donc, rebonsoir à tous. Merci donc d'être là encore ce soir pour cette nouvelle conférence. Un petit peu moins de monde sur celle-ci, c'est pas. J'ai quelques personnes qui m'ont dit qu'elles étaient en vacances, logique. Voilà, une vacances d'hiver. Par contre, je voulais quand même continuer à garder le rythme d'une séquence par mois. Donc, la thématique de ce mois-ci fait suite à donc une question que j'avais eue par rapport à la vidéo que j'avais fait sur l'influence du mental, sur l'influence de l'entraîneur sur le mental de l'athlète. Et puis, donc, j'avais eu un questionnement sur comment est-ce qu'on fait en tant qu'entraîneur quand on a des athlètes qui sont blessés, qui reviennent de blessures, comment on fait pour essayer d'aider les athlètes et puis gérer un petit peu le retour de blessure. Donc là, je vais parler un petit peu de manière globale de prévention, de gestion et d'accompagnement. Donc, le sommaire, donc, le principe est toujours le même. Hein, je vais essayer de me tenir à 1 heure à peu près d'exposé. Et puis ensuite, eh bien, il y aura un petit jeu de questions-réponses. Donc, sachant que vous êtes un petit peu moins nombreux ce soir, s'il y a des gens qui veulent poser des questions oralement, il n'y a pas de souci. Sinon, vous faites comme d'habitude. Si vous avez des questions, vous me sollicitez à travers le fil de discussion. Voilà, il y a encore quelques personnes qui arrivent. Voilà, on laisse le temps de se connecter. Hop, voilà. Donc, le sommaire par rapport à mon intervention. Donc, on va commencer par quelques définitions de la blessure. On va voir quel est le risque de blessure et les moyens de prévention. On va voir ce qu'on peut faire, comment on peut intervenir quand la blessure arrive. Et puis, également, comment j'accompagne l'athlète dans le processus de guérison. C'est la partie, je pense, la plus importante et qui fait partie des choses qu'on ne fait pas forcément toujours en tant qu'entraîneur. Parce que des fois, on ne sait pas trop comment faire, parce qu'on a plein d'autres choses à faire, mais vous verrez qu'il y a plein de moyens d'accompagner l'athlète dans le processus de guérison et de l'aider à mieux revenir et à revenir un petit peu plus vite et un peu plus fort. Donc, les définitions, je suis parti de définitions, on va dire, définition du dictionnaire. Hein. Après, on va voir que dans le domaine sportif, il y a des définitions plus pointues ou plus précises. Donc, une blessure, c'est, d'après le dictionnaire, une lésion produite dans un point quelconque du corps, produite par un choc, un coup, une arme ou un corps dur quelconque. Voilà, ça, c'est la définition de base. L'autre définition qu'on trouve, c'est une atteinte morale profonde et douloureuse ou une offense. Donc, vous voyez, il y a déjà les deux aspects, la blessure physique et la blessure plutôt psychologique. Et on verra que dans le cas d'une blessure sportive, physique, il y a aussi ces deux aspects-là qui peuvent poser problème. Je vous entends. OK, pas de souci. Si vous m'entendez, tout va bien. Donc, d'après la littérature aussi, au niveau sportif, on définit une blessure comme étant à l'origine d'un arrêt d'au moins 3 jours d'activité sportive dû à une surcharge. Voilà. Elle peut toucher une articulation, un muscle, un tendon, un ligament ou encore les os. Donc voilà, ça fait partie des définitions. Pour être un petit peu plus, un peu plus poussé et un petit peu plus, voir un petit peu aussi dans le processus d'accompagnement, on va voir aussi qu'il y a différents degrés de blessure, et donc je reprends la classification des blessures de Red Flint. Donc il y a 3 degrés en fait de blessure au niveau sportif. Une blessure de premier degré qui est une blessure légère qui entraîne des douleurs légères, des contusions, une perte d'amplitude et une perte de fonction légère, et dont le temps de récupération va de 2 à 21 jours. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas problématique, bien évidemment. Quand elle arrive dans un moment où on est dans une période de compétition, le temps est forcément compté. Et on va voir qu'un bon nombre de blessures arrivent malheureusement ou peut-être pas innocemment en période de compétition. Ensuite, le deuxième degré de blessure, c'est une blessure modérée, où là, les douleurs sont un peu plus importantes. Il y a une perte d'amplitude, une perte de fonction qui est significative, puisqu'il faut entre 20 et 90 jours pour récupérer. Et puis ensuite, il y a le troisième degré,
qui est la blessure sévère, où là, on a un arrêt complet, une perte de fonction complète, des douleurs extrêmement importantes, évidemment, des continuums de perte d'amplitude sévère, et là, on est dans des délais de récupération de ça va être 90, pas 50 d'ailleurs, jusqu'à 180 jours. Donc, on est sur quelque chose de problématique parce qu'il y a un arrêt complet de l'activité. Et c'est dans ces moments-là, souvent, on ne sait pas quoi faire en tant qu'entraîneur, et c'est plutôt d'ailleurs dans ces moments-là qu'il faut être présent avec l'athlète. Je ne dis pas que sur les blessures légères, il ne faut pas être présent, mais une blessure sévère, on va voir que si on fait pas, enfin, si on n'est pas présent, il peut se passer un certain nombre de choses problématiques pour l'athlète. Ça peut l'empêcher de revenir plus vite, ça peut amener pas mal de... voire ça peut poser aussi d'autres problèmes pour l'athlète en dehors du cadre sportif. Donc toujours Flint, il distingue lui deux types de blessures, le macrotraumatisme donc, qui est consécutif à un incident et qui est associé à une douleur aiguë, voilà, donc c'est une force intense ou un impact soudain qui crée un dommage au niveau musculaire, ligamentaire, osseo-articulaire. Et ensuite donc le microtraumatisme qui survient suite à une accumulation de force ou de tension répétitive. Donc le macrotraumatisme, c'est voilà, un incident particulier qui peut venir de nous ou qui peut venir de l'extérieur. Dans les sports de contact, le macrotraumatisme peut venir aussi des contacts qu'on peut avoir. En athlète, on n'est pas un sport de contact, donc c'est plutôt macrotraumatisme. Les plus courants chez nous, c'est tout ce qui touche au niveau musculaire. C'est beaucoup ce qui touche au niveau musculaire, l'élongation, le claquage, la déchirure, etc. Et le microtraumatisme, lui, c'est plutôt tout ce qui touche aux fractures de fatigue ou tendinite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une surcharge progressive avec un premier niveau de problème qu'on ne prend pas forcément au sérieux, et puis du coup, la blessure va intervenir. Voilà. Donc juste, je voulais reposer un petit peu le contexte. Ensuite, je voulais voir aussi un petit peu donc, les risques de blessure et les moyens de prévention. Alors, au-delà des moyens de prévention physique, de tout ce qu'on peut faire à l'entraînement, on parlera aussi des moyens de prévention vis-à-vis du suivi de l'athlète et vis-à-vis de ce qu'on peut mettre en place. Mais surtout, on va voir que par rapport au risque de blessure, en fait, il y a des facteurs qui prédisposent à la blessure. Il y a des gens en fait, qui sont plus prédisposés que d'autres à la blessure. Et donc, il y a trois types de facteurs qui prédisposent à la blessure. Les facteurs psychologiques, les facteurs sociaux et les facteurs d'entraînement. Donc, dans les facteurs psychologiques, on a un certain nombre d'études qui ont montré qu'il y avait des relations entre les blessures et les facteurs psychologiques, comme les traits de personnalité. Et en fait, dans les traits de personnalité, il y a 4 variables qui sont très souvent mises en avant. Il y a ce qu'on appelle le locus de contrôle. Le locus de contrôle, en fait, c'est la capacité de la personne à attribuer à des faits internes ou externes à elle-même le fait de réussir, notamment, ou le fait de se blesser. Si je suis quelqu'un qui a un locus de contrôle externe qui attribue une grande part de ma réussite à des facteurs externes à moi, j'ai plus de chances de me blesser. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Alors que si je considère que j'ai plus de contrôle sur ce que je fais, et ben du coup, je vais avoir moins tendance à me blesser. Donc les gens qui sont en locus de contrôle interne sont moins sujets aux blessures que les gens qui sont en locus externe. Les gens en locus externe ont une fréquence élevée de blessures. La deuxième chose, c'est l'affinement des sensations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai un score faible en relation avec les situations sportives négatives, quand j'ai un score faible en sensation, voilà, en capacité à ressentir les choses, je vais avoir une forte corrélation entre les situations sportives négatives et le temps perdu par les blessures. Donc, je vais percevoir les choses de manière négative, je vais avoir peu de sensations, du coup, je vais avoir tendance à me blesser. Et puis, l'aspect aussi affinement des sensations, il est lié à la concentration. Du coup, quand je suis moins concentré, forcément, je vais avoir tendance à plus me blesser. Et à l'inverse, plus j'ai de concentration sur les sensations de mon activité physique, plus j'ai de maîtrise et moins j'ai de blessures. Facilité assez clair. Le troisième concept qui est souvent mis en avant dans les traits de personnalité, c'est le concept de soi-même. Donc, on sait que l'estime de soi a une influence sur la blessure. Et en fait, il faut avoir un juste milieu entre une estime de soi trop élevée ou une estime de soi trop basse, parce qu'en fait, on a constaté que quelqu'un qui a une estime de soi trop élevée va avoir tendance à prendre plus de risques et peut-être donc à plus se blesser. Et quelqu'un qui a une estime de soi trop basse, c'est pareil, il va y avoir un risque de blessure qui va être augmenté. Donc, il faut avoir un juste
un juste milieu, une juste, comment dire, Son micro est coupé. Un juste jugement par rapport à son estime de soi. Et donc le dernier, dernier élément, c'est avoir la motivation à l'accomplissement. Donc la motivation à l'accomplissement, c'est une motivation, on va dire, qui touche à mon envie propre de vouloir faire les choses. Donc ça fait partie aussi des traits de personnalité qui ont un impact sur les blessures. Ensuite, le deuxième élément, c'est la recherche de sensations. La recherche de sensations, on l'a dit, en fait, c'est si je suis dans une recherche de sensations importantes et que j'ai une capacité de concentration importante, du coup, je vais avoir moins tendance à me blesser, parce que je vais être plus dans la maîtrise. Le concept de soi, on en a parlé également. Les états d'humeur. Donc, les états d'humeur, en fait, c'est quoi? C'est un état d'humeur négatif va influencer directement la fréquence des blessures. Si je suis quelqu'un qui est plutôt négatif et qui n'a pas beaucoup d'humeur positive, je vais avoir tendance à plus me blesser. De la même manière, si je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la colère, l'agressivité et la conduite autoritaire, je vais avoir des blessures moins fréquentes, mais elles vont être plus importantes. Ça va être genre des blessures plus lourdes. Voilà, ça, c'est toutes des études, des recherches qui ont montré que dans ces logiques-là, en fait, il y avait une problématique liée à différents facteurs psychologiques. C'est pour ça que c'est aussi compliqué, on va dire, de prédire la capacité, le risque de blessure, mais on sait que il y a un certain nombre de choses. Il vaut mieux être quelqu'un de positif que de négatif sur mes états d'humeur. Et enfin, le dernier élément, extrêmement important, c'est en fait l'anxiété et le stress. Donc, il y a à la fois ce qu'on appelle le trait d'anxiété compétitive et les événements importants de changement dans la vie de l'athlète qui vont avoir un impact sur les blessures. Quelqu'un qui a un trait d'anxiété compétitive élevé va avoir tendance à plus se blesser. Quelqu'un qui va avoir un événement important, négatif dans sa vie, va avoir plus de facteurs de risque de se blesser. Et on sait que des niveaux élevés de stress et d'anxiété sont associés à une perte de temps plus importante par rapport aux blessures. Et puis, ce qui risque de se passer aussi quand on est anxieux et stressé, que ce soit à l'entraînement comme en compétition, on va avoir une baisse de la concentration. Et du coup, on l'a vu aussi par rapport aux sensations. Si j'ai moins de concentration, je vais avoir tendance à faire plus d'erreurs, donc à avoir plus de facteurs de risque de me blesser. Et puis aussi, je vais avoir une tension musculaire qui est accrue. Si je suis anxieux et stressé, ma tension musculaire va être plus importante. Et en matière de tension musculaire, il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de discuter, et c'était assez drôle si on peut dire. J'étais à un événement de perche à Tourcoing, donc au Perche en Or, et j'ai eu l'occasion de discuter avec un des kinés qui avait travaillé avec les athlètes. Et il me disait qu'il y avait 3 ou 4 Américains dans le concours. Et il disait, j'ai eu l'occasion de masser les Américains et les Français. Il me disait, c'était impressionnant de voir en fait la capacité de relâchement musculaire qu'avaient les Américains par rapport aux Français. Il dit en termes de sensation de massage, il dit c'était vraiment quelque chose qui l'a impressionné de voir à quel point les Américains étaient relâchés au niveau musculaire. Donc, vous voyez, c'est un élément. Les Américains sont beaucoup dans le positif, dans le pas de stress, etc. Mais ça, potentiellement, ça se ressent aussi, effectivement, dans l'aspect musculaire. Et on peut penser que c'est un impact positif par rapport au risque de blessure. Ensuite, au-delà des facteurs psychologiques, il y a aussi des facteurs sociaux. Donc, la présence d'événements stressants dans la vie de l'athlète, on l'a dit, semble être un facteur primordial dans la prédiction des blessures. C'est-à-dire que si j'ai une vie stressante, je vais augmenter le risque de blessure. De recherches, par exemple, ont montré que les participants soumis à des conditions émotionnelles particulières, issus de familles instables, de parents séparés ou décédés, se blessent plus que les autres. Donc ça, c'est des statistiques, c'est des recherches, donc ça veut bien dire quelque chose. Et enfin, autre recherche, la présence d'éléments stressants dans la vie des athlètes a montré que ça entraînait entre 2 à 5 fois plus de blessures. Et ça, c'est pas que simplement sur des études, il y a une majorité d'études
qui montrent qu'il y a une relation significative entre le stress dans la vie de tous les jours et dans l'entraînement aussi, du coup, et la gravité des blessures. Donc ça, c'est un point d'entrée qui va être extrêmement important dans la prévention des blessures. Apprendre à gérer son stress, on le verra tout à l'heure. Et troisième élément donc, qui impacte le risque de blessure de l'athlète, les facteurs d'entraînement. Donc les facteurs d'entraînement, c'est quoi? C'est la fatigue et le surentraînement. C'est les antécédents des blessures les plus souvent cités. Quand vous interrogez un athlète qui s'est blessé, souvent il va il va exprimer qu'à un moment donné, il y avait une fatigue importante, qu'il y avait un début d'état de surentraînement, voire un surentraînement installé. Il y a des athlètes qui peuvent aller très loin dans le surentraînement. Je le disais tout à l'heure, 27% des blessures surviennent la semaine précédant la compétition et 15% dans le mois précédent. Alors, entre guillemets, ça peut paraître, c'est beaucoup, évidemment, mais c'est aussi un petit peu logique, puisque quand on arrive en période de compétition, on va être plus dans l'intensité, on va peut-être aussi avoir plus de stress, justement. On parlait de l'impact du stress sur les blessures. Donc, voilà, il y a peut-être aussi un travail à regarder de ce côté-là. En termes de prévention, c'est comment je peux éventuellement déjà alléger la charge de travail, plutôt que peut-être l'intensité aussi. Voilà, donc c'est dans la gestion aussi de la charge de travail qu'il y a peut-être des choses à rechercher de ce côté-là. La particularité aussi de certains sports, évidemment, peuvent être cause de blessures. Il y a même certains sports où on considère que si on n'a jamais été blessé, c'est qu'on n'est jamais allé à fond. Ça, c'est pas forcément c'est pas forcément un discours qui tient debout. Il y a des athlètes qui font des sportifs dans certains sports de contact ou certains sports à risque qui font des carrières entières sans jamais avoir de blessure. Mais bon, c'est vrai qu'il y a certains sports qui sont plus sujets à blessure. Et évidemment, les sports d'impact dans lesquels on se rentre dedans, il y a plus de risques, évidemment, de se faire mal. Dans les facteurs d'entraînement, la cohésion du groupe et le climat d'entraînement entrent également dans les facteurs d'entraînement qui peuvent amener des blessures. Parce qu'en fait, quand il y a une mauvaise ambiance, on parlait tout à l'heure de côté positif sur les états d'humeur. Quand on vient à l'entraînement avec un état d'humeur et qu'on sait que notre état d'humeur va être négatif parce que le groupe ne fonctionne pas bien, le climat d'entraînement n'est pas bon, et à un moment donné, on va augmenter le risque de blessure. Et enfin, donc, certaines attitudes d'entraîneur amènent aussi une augmentation du risque de blessure. Les discours type « vas-y à fond, je veux que tout le monde soit à 120%, etc. » À un moment donné, ça peut impacter le risque de blessure. D'ailleurs, je me suis personnellement posé la question il n'y a pas longtemps, parce que je travaille avec un collègue qui entraîne sur le cyclisme, et il m'avait demandé de travailler avec une de ses sportives, justement, par rapport à son engagement. Il disait, j'ai l'impression qu'elle n'est jamais à fond, j'ai l'impression que... Voilà. Donc, et on a fait une séance ou deux, où on a travaillé un petit peu là-dessus, et quelques jours après, il m'envoie un message en me disant les croisés, ils ont lâché. Ah. Donc, je me suis interrogé, peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais à un moment donné, je me suis interrogé, je me suis dit, quelle est la part en fait de responsabilité qu'on peut avoir là-dedans? Peut-être que c'est juste un accident bête, j'en sais rien, mais voilà, à un moment, je me suis dit, à quel moment on ne l'a pas poussé au-delà de ce qu'elle pouvait faire, et voilà, peut-être inconsciemment aussi, il y a un truc qui a lâché parce que on était dans le fait d'essayer de pousser. Voilà, c'est une hypothèse, mais voilà, je dois avouer que ça m'a un petit peu interpellé et je me suis un petit peu interrogé là-dessus. Donc, un petit résumé de des différents facteurs, des facteurs de risque par rapport au profil de risque des blessures sportives. Donc, c'est en anglais, je n'ai pas eu le temps de traduire, je suis désolé. Donc, en gros, il y a quatre grands types de facteurs, 2 types de facteurs externes, donc qui sont liés plutôt à l'environnement, et 2 grands types de facteurs internes qui sont liés à la personne. Donc, liés à la personne, c'est les facteurs biologiques et les facteurs psychologiques. Donc, les facteurs biologiques, c'est tout ce qui touche à la composition corporelle, à la condition physique, à la nutrition, à l'hydratation, à ce que fait la personne, à son niveau de fatigue, à comment elle s'implique dans le processus de performance. Voilà. Le côté psychologique, c'est tout ce qui touche donc à la psychologie de la personne, l'image qu'elle a de son corps,
le côté perfectionnisme, ces stratégies de coping. Donc, le coping, en fait, c'est les stratégies de récupération ou les stratégies de gestion de ces ressources. On verra, on parlera de stratégie de coping aussi au niveau psychologique. Enfin, c'est le cas. Hein. Donc, voilà, les stratégies de coping, c'est comment je gère, quelles ressources j'ai, quelles sont mes ressources de récupération, les moyens que je peux avoir pour gérer les aspects psychologiques. Donc, quelles sont mes motivations, quels sont mes buts, quelle est mon attitude, voilà, donc tout ce qui touche uniquement à la personne, donc le facteur interne. Et ensuite, il y a le côté externe, tout ce qui touche, donc, physical, c'est plutôt l'aspect, pas physique, mais au sens large. Hein. Il y a la météo, il y a l'équipement, donc plutôt au côté matériel. Et puis ensuite, tout l'aspect socioculturel, c'est quelles règles s'appliquent à mon sport et quelles sont mes ressources, qu'est-ce que j'ai comme ressources aussi en termes d'entraîneur et d'accompagnement. Voilà, donc, 4 aspects qui ont tous, évidemment, un impact sur le risque de blessure. Donc, je vais faire aussi un petit focus sur comment prévenir le surentraînement et le burn-out, parce qu'on l'a vu, hein, dans un grand nombre de cas, le surentraînement est cité comme étant une cause de blessure. Donc, symptômes du surentraînement, donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être vigilant quand on est entraîneur, évidemment. Donc, un athlète qui a du mal à récupérer, dont les performances sont en baisse. Non, je t'ai montré. Quelqu'un qui me parle. Non, c'est bon. Augmentation de la fréquence cardiaque au repos, ça c'est un signe de surentraînement. Un changement de l'équilibre hormonal, notamment chez les filles. Une augmentation des risques de blessures, ça fait partie des effets du surentraînement. La perte d'appétit, le fait de maigrir, le sommeil perturbé, le fait d'être fatigué et de ne pas arriver à dormir, c'est une illustration du surentraînement. Pourquoi? Parce que notre système nerveux qui nous agite, il est dans un très très haut niveau d'énergie et il n'arrive pas à récupérer, il n'arrive pas à redescendre. Irritabilité, instabilité émotionnelle, la baisse de l'estime de soi, côté apathique, la dépression pour certains. Donc voilà, ça c'est des signes sur lesquels il faut être attentif. Et ce n'est pas toujours facile, hein, même quand on est alerté par ça. Voilà, moi j'ai une athlète la semaine dernière, on était à une compétition, à la fin de la compétition, je lui ai dit si tu es honnête avec toi-même, comment ça va en ce moment? Elle me dit je suis crevé. Je dis bah ouais, voilà. Donc parce que voilà, on voit bien que physiquement, il n'y a pas ce qu'il faut, il n'y a pas. Voilà. Au niveau technique, c'est correct, mais voilà, la performance, il n'y a pas de perf parce qu'il n'y a pas d'énergie, quoi. Donc, à un moment, c'est ça aussi, c'est être honnête avec soi, et puis de temps en temps, ben, voilà, si lui poser la question, voilà, et à un moment dire, bon, bah, ok, donc là, cette semaine, on fait rien. Et s'il y a besoin de faire 2 semaines sans rien, ben on fera 2 semaines sans rien, parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on est en période de compétition qu'il faut à tout prix continuer à s'entraîner. Des fois, il vaut mieux dire, hop, stop, on s'arrête, et puis on revient dans 8, 10 jours, 15 jours, et puis on voit comment ça se passe. Donc, on reste en contact, on échange, évidemment, mais à partir du moment où il y a un état de fatigue qui est installé, ça rime à rien de continuer à s'entraîner. Ensuite, donc, le burn-out qui est l'étape d'après, hein, voilà, le sentiment d'épuisement émotionnel, mental ou physique, sentiment de ne pas réussir à la hauteur des efforts fournis, une dévalorisation de soi par rapport au sport, une dévaluation des bénéfices qu'on retire à faire du sport, on n'a plus envie la perte de motivation, on n'a plus envie de venir, l'attitude négative par rapport à ses capacités à travailler, des difficultés de concentration, le fait de sentir qu'on s'isole, des symptômes physiques, sensation de méforme avec ou sans en signe clinique, le sentiment de manquer de temps, la perception des demandes comme étant excessives, voilà, par rapport à ce qu'on peut faire, et puis donc une insatisfaction aussi par rapport à la vie sociale. Donc là, le burn-out, on est dans une étape encore, une étape au-delà, mais il y a régulièrement des athlètes qui se disent en burn-out et qui le sont réellement.
Il y en a qui arrêtent leur carrière par rapport à ça. Hein. J'ai encore vu aujourd'hui, donc en cherchant des exemples par rapport à la conférence, je suis tombé sur le site d'une ancienne sportive de haut niveau qui a dit moi j'ai arrêté parce que burn-out m'a complètement. J'étais lessivé de faire du sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, c'est une application particulière. Mais le burn-out peut aussi très bien toucher des gens qui s'entraînent, moins que certains sportifs de haut niveau, parce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir dans le burn-out, hein, évidemment. Il y a l'aspect professionnel, l'aspect personnel, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se recouper. Donc, comment on fait quelles sont les causes principales aussi du surentraînement et du burn-out? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on doit être vigilant en tant qu'entraîneur. Donc, des programmes d'entraînement monotones sont cause de surentraînement, quand c'est répétitif, quand c'est plus trop intéressant quelque part, l'athlète n'a plus forcément envie d'y venir. Plus de 3 heures d'entraînement par jour, ça peut être une cause de surentraînement. Ce n'est pas obligatoirement une cause de surentraînement. Il y a des athlètes qui s'entraînent plus de 3 heures par jour et qui le vivent très bien parce que leur corps s'est bien adapté. Par contre, ils sont arrivés à plus de 3 heures d'entraînement par jour en augmentant la charge progressivement. Si vous faites plus de 30% d'augmentation de la charge d'entraînement d'une semaine à l'autre, vous prenez le risque de plonger, de mettre l'athlète en surentraînement. Le non-respect du principe d'alternance aussi dans l'entraînement des séances intenses et légères. Ça, c'est un des grands classiques du surentraînement en athlète, parce que voilà, on considère que s'il n'y a pas d'intensité, s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas suffisamment de quantité d'intensité, on va perdre du temps, on ne va pas progresser assez. Voilà. C'est un des dangers qui nous guettent. C'est pour ça c'est souvent une des causes du surentraînement chez les athlètes. L'absence de périodisation de l'entraînement ou de microcycle de régénération après 2 ou 3 semaines d'entraînement intensif. L'absence de jours de repos. Voilà. Et puis alors, quand je dis le surentraînement, il vient des fois de nous, entraîneurs, de la quantité d'entraînement qu'on met, mais il vient aussi, et assez régulièrement, de l'athlète lui-même, qui veut en faire toujours plus, qui considère que se reposer, c'est perdre du temps, qui ne respecte pas les temps de récupération dans les séances. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est aussi, nous, on doit se questionner évidemment en tant qu'entraîneur, mais l'athlète aussi doit se questionner lui en tant que sportif. C'est quand on me donne 3 minutes de récupération, je ne reporte pas au bout d'une minute 30. Donc voilà, si l'entraîneur dit qu'il y a besoin de 3 minutes pour récupérer, c'est qu'il y a une raison. Donc en tant qu'athlète, j'ai aussi ma responsabilité dans le fait d'être surentraîné. Donc le burn-out aussi, les causes du burn-out, le stress. Voilà, donc, pareil, il y a des liens aussi. Une forte pression liée aux résultats. Ça fait partie des choses pour lesquelles il y a beaucoup d'athlètes, de sportifs qui craquent. Hein. Quand il y a une grosse pression, forcément, on est encore plus stressé. Un épuisement physique, donc en lien évidemment avec le surentraînement. C'est pour ça que je dis, le burn-out, c'est souvent l'étape d'après le surentraînement. Quand l'athlète arrive à continuer en état de surentraînement, il peut aller jusqu'au burn-out. L'ennui, le manque de plaisir, le sentiment de perdre le contrôle de soi, quand l'environnement dans lequel on évolue est très directif, voilà, et étouffe toute autonomie. Voilà, un des syndromes du burn-out, qu'il soit professionnel ou sportif, c'est la perte d'autonomie. Quand j'ai l'impression d'être contrôlé sans arrêt, je peux très bien partir assez vite sur le burn-out. Et puis donc, autre point sur lequel il faut être vigilant, la construction de l'identité uniquement par rapport au sport. Un athlète qui est dans une construction identitaire, il a son identité sociale, son identité scolaire, son identité sportive. Et s'il construit son identité uniquement sur un aspect, il y a un danger de difficulté à partir du moment où les résultats, on revient à la pression du résultat, où les résultats ne sont pas au niveau de l'attente de l'athlète par rapport à l'identité qui se fait lui-même. Donc voilà, être vigilant aussi par rapport à ça. On a des sportifs à l'entraînement, on a des athlètes, mais on a avant tout des jeunes garçons, des jeunes filles, mais des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'on a aussi mais on a avant tout des êtres humains qui ont une identité, voilà, propre à eux, et leur identité ne se définit pas uniquement par le domaine sportif. Ça, c'est important de le noter et de leur rappeler.
Donc, les moyens de prévention. Alors, dans les moyens de prévention, un des moyens de prévention, c'est d'évaluer déjà la difficulté de l'entraînement. Donc ça, c'est l'échelle de Borg, peut-être qu'il y en a qui connaissent. C'est une échelle toute simple qui, à un moment donné, peut être utilisée au quotidien, à chaque fois qu'il y a un entraînement. Je peux mettre en place l'échelle de Borg assez facilement et dire à la personne, voilà, comment tu as perçu, donc c'est une échelle de perception, hein, donc c'est subjectif, mais en général, les gens arrivent assez bien à dire ce qu'ils ont perçu. Comment tu as perçu en fait l'effort? Est-ce que l'effort, il était très facile, enfin très facile, très facile? Est-ce qu'il était un peu dur? Est-ce que j'étais déjà vraiment dans quelque chose de très dur? Ou est-ce que le 10, c'est voilà, tellement dur que j'ai failli m'arrêter, donc je suis dans un effort maximum? Et ça peut être dans le quotidien, justement, un bon moyen de conforter ou de confronter ce que vous avez proposé. Parce que des fois, on donne une séance, on se dit, ouais, ça c'est une séance facile, puis vous vous rendez compte qu'en fait, elle n'est peut-être pas si facile que ça, ou alors, ça peut aussi alerter justement dans le suivi de l'entraînement. Peut-être qu'une séance qui est censée être facile pour l'athlète, si là, il vous dit, aujourd'hui, j'étais dans le dur, alors que vous êtes censé lui avoir donné une séance d'intensité modérée, et vous devrez être sur une échelle de 4 et qui vous dit, je suis à 7 ou 8 parce que je suis dans le dur, voilà, c'est un moyen d'alerte aussi de se dire, ah, ok, en fait, quand je connais bien mon athlète, je sais que cette séance-là, normalement, c'est une séance qui doit passer relativement aisément pour lui, et il me dit qu'il est dans le dur. Donc, ça doit m'alerter sur, ok, il est fatigué, comment je vais gérer, comment je vais moduler mon entraînement derrière. Et puis, c'est aussi l'ouverture éventuellement de questionner l'athlète. Ok, là, tu m'as dit que c'était dur. Pour moi, c'était une séance qui devait être assez facile. Comment ça se fait que cette séance-là a été dure? Puis là, peut-être que le sportif, il va vous dire, là, je ne vais pas bien, je dors mal, j'ai du stress extérieur au sport, je ne me sens pas bien, j'ai eu un événement, j'ai eu un événement dans ma famille. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça va aussi vous, vous donner d'autres options et d'autres clés pour discuter avec l'athlète. Ça, échelle de bord tout simple. Donc, dans les moyens de prévention, toujours, donc là, je parle au-delà des moyens de prévention, comme je le disais tout à l'heure, hein, de ce qu'on peut faire à l'entraînement, tous les exercices d'entraînement qu'on met en place pour faire de la prévention. Là, je suis plus, on va dire, dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on peut faire en dehors ou dans l'entraînement, mais en dehors de l'aspect physique. Utiliser un indice de fatigue, ça revient un petit peu au même que l'échelle de Borg. Je peux prendre une échelle de 0 à 10 et dire à l'athlète, avant la séance, pourquoi pas, aujourd'hui, sur 1 à 10, c'est quoi ton indice de fatigue? Et l'athlète, s'il arrive et qu'il vous dit je suis déjà à 8, puis que vous avez prévu une séance où ça, où ça cogne un peu, vous allez peut-être dire bon, la séance, on va changer de séance, puis on va faire autre chose. Donc voilà, utiliser un petit peu, ça c'est un truc tout simple, hein, puis avoir des indices, des échelles de fatigue, on peut en faire, on peut l'utiliser, le plus simple c'est le 1 à 10, hein, mais vous pouvez aller un petit peu au-delà en questionnant l'athlète sur d'autres éléments. Comment ils sont, est-ce qu'il y a du stress, pas de stress. Enfin, quantifier la charge d'entraînement, évidemment, ça c'est quelque chose que normalement on fait tous, mais voilà, pareil, requantifier en se disant combien de temps il passe dans telle zone d'intensité, et donc pareil, le lien avec l'échelle de Borg, est-ce que l'intensité dans laquelle il est censé être, c'est vraiment la bonne? Faire un suivi du sommeil et de sa qualité. Alors maintenant, il existe des bracelets qui permettent de savoir quelle est la qualité de notre sommeil. Sinon, on peut utiliser une échelle subjective. Alors, il y a des sites internet sur lesquels on peut aller en disant combien de temps on dort, est-ce qu'on dort bien, pas bien, est-ce qu'on a des réveils nocturnes, puis qui nous donnent à peu près l'état de la qualité de notre sommeil. Et sinon, on peut faire encore une fois un truc tout simple. Hein, c'est comment dire, je note le nombre d'heures que j'ai dormi. Je me fais un indice de qualité du sommeil comme je peux faire l'indice de fatigue. Hein. Sur une échelle de 1 à 10, la qualité de mon sommeil était comment? Ok. Je suis peut-être resté couché pendant 9 heures, mais en fait, ma qualité de sommeil elle était à 3 parce que je me suis réveillé 20 fois. Ou alors, j'ai dormi que 7 heures, mais ma qualité de sommeil est à 10.
Donc, voilà. Et puis après, avoir, pareil, c'est des choses qu'on peut se créer soi, mais sans oublier que, enfin, il ne faut pas oublier que le sommeil, c'est un des principaux moyens de prévention de la blessure. Je ne l'ai pas mis là parce que je n'ai pas pris le temps de le rechercher, mais il y a une étude qui a été faite, et j'ai les indices, qui montrent qu'en fait, quelqu'un qui dort 7 heures par nuit a 30% de chances de plus de se blesser que quelqu'un qui dort 9 heures. Je crois que c'est 30%. Ouais, je retrouve je vous enverrai, la diapo que j'ai sur un autre diaporama. Donc en fait, plus on dort, normalement, plus on diminue, enfin, plus on se donne de chances de ne pas se blesser. Parce qu'on sait que pendant la nuit, il y a plein de choses qui se passent au niveau hormonal, notamment les hormones de croissance qui permettent de resynthétiser tout un tas de choses, les fibres musculaires, l'énergie, etc. Donc les hormones de croissance fonctionnent à plein la nuit, puis il y a plein d'autres choses au niveau hormonal qui se passent la nuit. Donc un des meilleurs moyens de prévention de la blessure, c'est bien évidemment le sommeil et un bon sommeil. En tant qu'entraîneur, observer et écouter l'athlète. Donc souvent, voilà, dans la démarche de l'athlète, ça se sent s'il est dynamique, s'il n'est pas dynamique, il va exprimer parfois des choses. Et puis, je dirais aussi ne pas se laisser comment dire, avoir par son œil. C'est une expérience désagréable que j'ai eue moi, hein, donc c'est pour ça que je suis beaucoup là-dessus aussi maintenant. Il y a quelques années, j'entraînais une athlète qui avait un bon niveau en sprint. Et puis, donc, elle arrive un soir à l'entraînement, c'était un mercredi. Elle me dit oh, je suis un peu fatigué, machin. Donc, j'avais prévu, on devait faire des 120 mètres en vite relâché vite. Donc, je dis ok, tu es fatigué. Je te propose quand même de faire des 120 mètres, pas de pointe. Et puis, on va juste, voilà, courir tranquille, faire un peu de course placée. Ok. Et donc, je la vois passer une fois, deux fois. Et puis, je me dis quand même, ok, il m'a dit qu'elle était fatiguée, mais ce que je voyais me disait ça avance quoi. Et donc, je prends un chrono, sans doute bêtement, hein, et je ne sais plus quel temps elle fait. Enfin bref, effectivement, je me dis bon, voilà, il y a un temps qui avançait bien, elle est fatiguée, ok. Et le lendemain soir, je lui fais faire sur un travail de rythme sur les haies, et à la premier passage, première haie, elle tape la haie et elle tombe, elle se déplace le péroné. Et donc derrière, ça a été le début de toute une série de galères parce que voilà, à un moment donné, j'ai pas été assez à l'écoute et j'aurais dû lui dire voilà, quand tu es fatigué, ok, la séance de mercredi c'est bien, on a déroulé un petit peu, demain tu restes chez toi. Et ben voilà, malheureusement, ça a foutu un peu en l'air la saison d'hiver et puis bon, ça s'est enchaîné avec d'autres problématiques. Enfin bref, mais voilà, sur le moment, j'ai bêtement pas été assez à l'écoute de ces athlètes. Donc voilà, observer, écouter. Après, je sais, certains vont me dire, il y a des professionnels de la fatigue, mais bon, on peut aussi, voilà, il y a certains athlètes à qui il faut faire confiance, et en l'occurrence, cet athlète-là, j'aurais dû, bien entendu, lui faire confiance à 200% sur le fait qu'il a été fatigué. Insister sur le respect du temps de récupération. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a des athlètes qui se mettent en difficulté parce que quand on leur donne 3 minutes, ils en prennent qu'une. Voilà. Donc, et ça, il faut se bagarrer avec eux des fois. Avant, dans l'athlète, ça allait à peu près. Maintenant, il faut se bagarrer aussi avec les athlètes. Moi, il y a une époque, je me bagarrais quand je faisais de la préparation physique. Ça m'est arrivé il y a quelques années, je faisais de la préparation physique en handball notamment. Je me bagarrais avec les joueuses pour qu'elles prennent leur temps de récup. Maintenant, il faut aussi se bagarrer avec les athlètes. Avant, on avait une culture de la récupération en athlète. Maintenant, on est en mode il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Donc, voilà, prendre le temps de respecter les temps de récupération. Et puis le dernier, c'est apprendre à gérer son stress. On l'a dit, le stress est un des principaux aussi vecteurs de blessures. Donc, apprendre à gérer son stress, c'est évidemment important par rapport à l'athlète. On verra
un petit peu après comment on peut, si vous, comme vous avez suivi pour ceux qui ont suivi la conférence il y a 2 mois, je vous ai déjà donné des choses, mais on en reparlera dans les moyens d'accompagnement et les moyens d'intervention. Alors, malgré tout ce qu'on peut faire en prévention, à un moment donné, la blessure, elle peut toujours arriver. Donc, comment ça se passe quand la blessure survient? Quels sont les modèles de réaction à la blessure? Alors, un des premiers modèles qui a été mis en avant, qui est plus trop d'actualité maintenant, mais je le présente pour l'histoire, c'est le modèle en stade. Je le présente aussi parce qu'il ressemble au modèle du deuil. En fait, la première chose, c'est d'avoir la blessure, d'être dans le refus, dans le déni de ce qui s'est passé. Ensuite, il y a la colère, la dépression, l'acceptation, et puis jusqu'à l'espoir et jusqu'à la résilience. En fait, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Maintenant, on est plutôt sur des modèles interactionnistes, voire des choses vraiment qui sont spécifiques à chacun. On va voir qu'en fait, on a tous une capacité différente en réaction à la blessure et à nous engager dans le processus de rééducation. Donc, le mode interactionniste, en fait, il part du postulat qu'il y a une phase émotionnelle juste après la blessure. On est paniqué et on est frustré. Voilà. Puis ensuite, ces émotions-là commencent à se résorber de plus en plus dans le processus de réadaptation et de rééducation, jusqu'à arriver vraiment à être complètement éteint à la fin de la convalescence. Donc ça, c'est le profil interactionniste. Mais en fait, on sait que, comme je disais, il y a un certain nombre de différences importantes entre les individus parce que c'est multifactoriel. En fait, il y a plein de facteurs qui influencent notre réaction à la blessure. Un des premiers facteurs, c'est les facteurs personnels. C'est quel est mon historique en fait avec la blessure. Déjà, est-ce qu'elle est grave ou pas grave? Quel est le type? Quelle est la cause perçue? On l'a dit tout à l'heure, est-ce que je perçois quelque chose d'interne ou d'externe? Les différences individuelles au niveau psychologique. On n'a pas du tout la même personnalité, la même perception de soi, la même motivation. Voilà. Il y a plein de choses qui font qu'on a une spécificité dans la réaction à la blessure. Et puis les aspects aussi, évidemment, les facteurs physiques. Ensuite, il y a les facteurs situationnels. Facteurs situationnels, c'est donc mon niveau de compétition. Voilà. Dans les facteurs sportifs, je ne dis pas que quand on est un athlète de niveau régional, ce n'est pas grave de se blesser, évidemment. Mais moins il y a d'enjeux, plus on va vivre, et puis moins, encore une fois, on s'identifie, on est dans l'identification sportive, dans l'identité sportive prononcée, plus on va vivre les choses avec recul. Ça dépend de la période, ça dépend de l'importance qu'on a dans un sport collectif aussi, de l'importance qu'on a dans l'équipe. Voilà, il y a tout un tas de choses qui vont influencer et impacter, on va dire, la situation. Au niveau social aussi, influence des coéquipiers, influence de l'entraîneur, la dynamique de la famille, l'équipe médicale qui est autour de moi. Voilà, si je sais que je suis bien entouré, je vais réagir assez vite. Donc voilà, ça fait partie des facteurs situationnels qui vont aider ou aggraver la problématique. Les facteurs sociaux aussi, on verra que c'est un point extrêmement important. Ensuite, il y a l'évaluation cognitive de la blessure, c'est comment je l'aperçois. Il y a des athlètes pour qui la blessure est une libération. Dans une réaction à la blessure, des fois, il y a des athlètes, le fait de se blesser, ça les libère d'un poids, ça les libère de certaines choses. J'ai rencontré encore il n'y a pas très longtemps une athlète qui s'est blessée à un pied à une période où il y avait des questionnements sur sa saison. Est-ce que, en fonction des perfs, elle allait pouvoir aller ou pas au jeu? Est-ce qu'elle allait y aller ou pas? Est-ce qu'elle n'avait pas envie de se poser la question? Et bizarrement, elle s'est tapé le pied dans une porte. Puis, au moment où elle ne pouvait plus se qualifier au jeu, mais finalement, on l'a retrouvée un petit peu. Elle s'est un peu libérée. Donc, vous voyez, personnellement, j'ai souvent l'habitude de dire aussi que la blessure n'arrive pas par hasard. Ça fait partie on peut toujours trouver des choses qui font qu'à un moment donné, il y a une blessure qui arrive. Ensuite, il y a la réaction comportementale, qui est importante
là, dans la réaction, c'est déjà, effectivement, est-ce que je vais adhérer au processus de rééducation? Quelles vont être mes stratégies destinées à apprendre de ma blessure? Qu'est-ce que les enseignements je vais en tirer? Est-ce que je vais avoir un soutien social important derrière moi? Les notions de coping comportemental dont on a déjà parlé, c'est quelle stratégie je vais avoir pour gérer le côté effectivement émotionnel. Donc ça, c'est pareil. Il y a des gens qui ont des stratégies innées, qui vont mettre en place des choses, et des gens qui vont être en difficulté. Donc c'est là aussi qu'on peut les attendre. Et puis la réaction émotionnelle, évidemment, la peur de ce qui va se passer, la colère de s'être impliqué beaucoup, et puis de finalement ne pas pouvoir aller au bout de ce processus, la frustration. Est-ce que la tristesse aussi, il y a des athlètes qui tombent dans le côté dans la dépression parce qu'ils sont blessés. Donc ça, c'est aussi des choses importantes. Et puis encore une fois, les notions de coping émotionnel. Quelle stratégie je vais mettre en place pour gérer mes émotions? Alors, accompagner l'athlète dans le processus. Ça, c'est notre travail aussi. Et derrière donc, ce travail, il y a 2 objectifs sous-jacents. Le premier, c'est s'adapter à la phase de panique causée par la douleur. Donc ça, c'est vraiment sur le moment où la blessure survient. Et le deuxième élément, c'est favoriser la guérison et le retour à l'entraînement. Alors, donc s'adapter à la phase de panique. Pour ça, je peux, en tant qu'entraîneur, essayer de favoriser l'expression de l'émotion, des émotions et de l'humeur de l'athlète. Comment? En lui donnant déjà un espace d'expression. Et je peux aussi utiliser un test d'état d'humeur. Ça s'appelle le POMS, le Profile of Mood States. Donc le POMS, en fait, c'est un test qui évalue la détresse émotionnelle de quelqu'un. C'est pas spécifique sportif, le POMS, c'est un test global. Et en fait, donc, il y a 65 items dans le test. Et à travers ces 65 items, on va évaluer donc, la détresse émotionnelle à travers 7 états d'humeur: l'anxiété, la colère, la confusion, la dépression, la fatigue, la vigueur et les relations interpersonnelles. Et donc, le fait de déjà simplement faire ce test, ça va permettre à la personne de mettre des mots sur ce qu'il vit, sur ses états d'humeur. Et le POMS, en fait, c'est l'intitulé du POMS, c'est dites dans quelle mesure vous avez vécu les états d'humeur qui sont listés, donc les 65 états d'humeur qui sont listés au cours de la dernière semaine qui s'est passée. Et donc, ça permet de voir des états d'humeur qui sont temporaires, évidemment, mais ça permet aussi, en utilisant ce test de manière régulière, de voir comment fluctue aussi l'humeur de l'athlète au fur et à mesure de la saison. Et on peut même l'utiliser, même sur des athlètes, évidemment, qui ne sont pas blessés, pour voir aussi, en prévention de la blessure, voir si l'athlète, son état d'humeur à l'approche des compétitions, s'il varie trop et s'il y a des problématiques qui peuvent amener de l'anxiété, etc., on peut travailler dessus aussi. Ça, c'est un aspect intéressant. On peut aussi utiliser, donc, pour exprimer les émotions, un outil tout simple, c'est la roue des émotions. Donc, il y en a 2, il y a Pulcich et Watson. Ça, c'est celle de Watson. En fait, on peut très bien dire à l'athlète, voilà, sur la roue des émotions, quelle émotion au singulier ou quelles émotions au pluriel tu traverses et tu vis en ce moment, voilà, par rapport au fait à la blessure récente que tu viens de subir. Et tout simplement en faisant ça, on fait quoi? Pareil, on pose des mots sur des sensations. Donc, c'est le premier moyen d'expression, c'est déjà de mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est quelque chose de tout simple, mais poser des mots, ça permet déjà de mettre un petit peu de distance avec ses émotions et du coup, d'intégrer plus rapidement le fait qu'on est blessé, puisque une des étapes importantes dans la blessure, c'est l'acceptation. Plus j'accepte rapidement que effectivement je suis blessé, plus je vais pouvoir réagir, et agir rapidement pour mettre en place des processus de guérison. Si
si je suis longtemps dans le déni et si je n'accepte pas le fait que je suis blessé, je vais perdre du temps. Deuxième élément important, donner des informations. En tant qu'athlète, en fait, quand on est blessé, avoir des informations précises sur ce qui va se passer, ça va nous aider à nous projeter plus rapidement dans le processus de guérison. Si je ne sais pas ce qui va se passer, je vais me faire, mon anxiété va monter, je vais me faire plein d'idées sur... plus je peux dire à l'athlète, voilà, tu as tel problème, plus on peut avoir l'information. Alors, ce n'est pas nous en tant qu'entraîneur, hein, mais voilà, c'est au niveau médical. Plus au niveau médical, ils vont informer l'athlète en disant, voilà, il y a ça comme problème, on va devoir faire tel protocole pour te remettre en état, il y en a pour tant de temps. Voilà. Plus j'ai d'infos précises, plus je vais pouvoir me projeter dans quelque chose, dire, OK, je sais que j'en ai pour 3 mois, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et on va voir que justement, si j'ai des bonnes infos, je vais pouvoir mettre en place un certain nombre de buts, et travailler autour des buts de guérison. Ça va être c'est un des points importants à mettre en place quand on a un athlète blessé. Ensuite, on peut faire aussi un petit travail de suivi de l'évolution du moral. Donc, on l'a vu à travers l'utilisation du POMS, mais on peut aussi travailler sur un autre test. Donc, le test, le PRI-ARS, en fait, c'est un test spécifique, on va dire, à la blessure, par contre, celui-là. C'est un test qui a 10 questions qu'on va noter sur une échelle de 1 à 5. Voilà. Et donc, plus le score va être élevé, plus notre réponse psychologique va être positive et va favoriser un retour à la compétition. Donc, on va pouvoir le faire aussi de manière assez régulière dans le processus de guérison. Et en fait, c'est 10 questions toutes simples. Comment tu évalues ta progression dans la phase de réathlétisation? Comment est ton moral? Quel est ton état physique pour un éventuel retour dans l'équipe ou à l'entraînement? Si on est ça, c'est pour sport d'équipe, mais pour un éventuel retour à l'entraînement ou dans le groupe. Comment est-ce que tu évalues ton état fonctionnel de la zone de ta blessure? Donc, est-ce qu'on est à 0 ou est-ce qu'on est à 5? As-tu des inconforts ou des limitations qui t'empêchent de t'entraîner normalement? Donc ça, hors zone de blessure, évidemment. Es-tu nerveux de retourner t'entraîner avec le groupe ou avec l'équipe? Quel niveau de sécurité ressens-tu dans les actions ou mouvements de performance en lien avec ta zone de blessure? À combien est-ce que tu estimes ton risque de récidive? Quel est le niveau de pression que tu ressens par ton entourage pour le retour dans le groupe, l'équipe? Et comment évalues-tu ta condition générale en vue d'un potentiel retour pour un entraînement complet? Et en fait, donc sur les études qui ont été menées avec ce test-là, plus on est haut dans les indices, évidemment, moins on a de gens qui se blessent à nouveau. En gros, je crois que c'est ceux qui se sont par blessés, le groupe test qu'ils ont pris de gens qui se sont par blessés devait être à 47 de moyenne, et ceux qui se sont blessés devaient être à 38. Donc, vous voyez, il y a vraiment un gros écart. Et donc, encore une fois, dans l'accompagnement qu'on va pouvoir mettre en place, on va aider l'athlète, évidemment, à augmenter son score à ce test si on fait le choix de travailler sur ce test. Alors, comment on va pouvoir impacter? Alors, on va pouvoir, l'impact, première chose à faire, établir des buts de guérison. Donc, formuler des buts quotidiens améliore la guérison. Donc, je vais formuler des buts à court et à long terme. L'athlète va énoncer ses besoins, trouver les moyens de les satisfaire. En faisant ça, à partir du moment où je me fixe des objectifs, je vais trouver des moyens d'atteindre ces buts. Ils vont aider aussi l'athlète blessé à préciser ses intentions de manière positive, à renforcer le sentiment de contrôle sur ses actions. Ça, c'est un point important aussi. Si je veux pouvoir impacter positivement ma blessure, il faut que j'ai le sentiment que je contrôle ce que je fais. Et donc, du coup, que j'ai du pouvoir sur le fait de guérir. Et enfin, ça me permet d'auto-évaluer mes progrès, d'enregistrer les résultats obtenus. Exemple très concret, c'est une jeune fille que je connais qui a travaillé avec une handballeuse blessée au genou. Objectif court, voilà. Je ne sais plus combien de temps c'était après l'opération, mais en gros, voilà, je veux marcher sans boiter avant le 10 octobre. Moyen terme, je veux combler les 3% de déficit de force de ma jambe immobilisée avant le 2 décembre, puisque voilà, ils avaient mesuré qu'il y avait un déficit de force. Et objectif long terme, je veux reprendre l'entraînement collectif le 5 février. Donc du coup, ça donne des points d'étape, ça donne aussi justement
un retour positif sur le fait que ma blessure s'améliore et ma blessure guérit. Donc voilà, je vais pouvoir aussi, il va y avoir un engagement encore plus important du sportif dans le processus de guérison. Le deuxième point important, maintenir l'implication dans le sport. Donc, si possible, maintenir une activité physique. Ça va réduire le stress. Et puis, ça va, en tant que sportif, on a de l'énergie aussi. Donc, ça va abaisser le niveau d'énergie, on va dire, peut-être un peu négatif aussi. Puis, ça va améliorer aussi l'image de soi, évidemment. Quand on est capable de faire des choses, notre image de nous-mêmes, elle se porte mieux. Et on a vu que l'image de soi était un facteur important dans le risque et la prévention des blessures. Le maintien du réseau social, ça c'est essentiel. On va voir pourquoi. Je vais vous montrer donc après un témoignage d'une athlète qui a eu une grosse blessure et qui s'est retrouvée un peu isolée. Vous verrez ce que ça donne. Maintien du réseau social, donc entraîneur-équipier. L'athlète, il est blessé, c'est pas grave, il peut venir à l'entraînement quand même. On peut adapter son programme. Il peut déjà venir simplement pour dire bonjour et discuter avec les autres. Ça fait partie des choses importantes. Pourquoi? Parce que ça va amener un soutien social. Et le soutien social, il est essentiel dans le rétablissement d'une blessure et pour éviter à l'athlète de sombrer. Voilà. L'exemple que je vous disais, témoignage, je ne savais plus qui j'étais. C'est une athlète qui était championne du monde qui dit ça. Je n'ai pas mis son nom, mais je l'ai trouvé sur Internet, donc vous le chercherez si vous voulez. Je ne savais plus qui j'étais ni ce que je voulais faire de ma vie. Le sport est notre quotidien, alors quand tout s'arrête, on s'aperçoit qu'on est seul, qu'on n'existe plus pour notre entourage sportif. Alors je me suis isolé de ce monde, j'étais persuadé que personne ne pouvait m'aider à me comprendre. Je sortais beaucoup pour me changer les idées et oublier la douleur. L'alcool et la vie nocturne étaient devenus des anti-inflammatoires puissants. Donc vous voyez, là on est dans le côté, on peut vite sombrer, dépression, alcoolisme et voilà, autres problématiques, parce que l'athlète s'isole. L'entourage sportif, il se dit, des fois, on ne sait pas forcément comment faire ni quoi faire, mais pas en parler, ce n'est pas la solution. Dire à l'athlète, tu es blessé, tu restes chez toi et puis tu te soignes, ce n'est pas une solution non plus. Non, au contraire, c'est OK, tu es blessé, mais tu vas continuer à venir, tu vas travailler, tu vas venir faire, on va adapter les choses, ou au moins tu vas venir et puis pour être avec les autres, et puis tu vas pouvoir ou m'aider éventuellement, voilà, ça peut aussi être une option, comprends. Moi, je l'ai fait il y a quelques années avec des jeunes, voilà, jeunes qui étaient blessés, ils venaient à l'entraînement, ils me filaient un coup de main pour installer le matériel, ils regardaient les autres. Ils travaillaient aussi, c'est l'étape d'après, en visualisation. Travailler de l'imagerie mentale, en fait, c'est je viens à l'entraînement, je regarde ce que les autres font, puis je fais de l'imagerie technique. Donc, dans l'imagerie, on peut utiliser donc, la visualisation de guérison aussi. Donc, il y a 3 types d'imagerie en fait, qui vont nous aider dans le rétablissement de l'athlète. Donc, l'imagerie de guérison en tant que telle, c'est voir et sentir la partie blessée qui se guérit. Par exemple, je suis blessé à un genou, hop, j'imagine mon genou, j'essaye de visualiser mon genou le mieux possible et de voir et de sentir que mon genou il se guérit. Ça accélère le processus de guérison. Ça, c'est prouvé par un certain nombre d'études. Ensuite, il y a l'imagerie de kinesthésie. C'est voir des images du traitement de physiothérapie et de ses effets. Si par exemple, le kiné il fait certains exercices avec moi, je vais imaginer qu'il refait les mêmes choses avec moi. Si je le visualise, ça va augmenter l'efficacité du traitement. Et le dernier point, c'est l'imagerie de récupération. C'est me voir totalement rétabli en me projetant vers de nouvelles performances. Donc une fois que je vois vraiment j'anticipe le futur, j'anticipe ma guérison et je vois en fait, une fois que je serai totalement rétabli, je serai capable à nouveau de faire des choses. Donc, dans les exemples, voilà, je me vois sans douleur ni difficulté de mouvement dans des mouvements spécifiques à ma discipline. Je me vois en train de pratiquer ma discipline. Je visualise ma partie blessée du corps en train de guérir. Je me visualise à mon retour en compétition au meilleur de mes capacités. Je visualise un exercice spécifique de renforcement que j'effectue avec une partie blessée sans aucune difficulté ni douleur. Donc ça, c'est un truc que
que j'ai donné aussi donc, avec la jeune fille dont je vous parlais, là, qui accompagne une sportive blessée. Je lui ai dit, en fait, elle peut travailler en imagerie, donc faire ce qu'on appelle l'imagerie de force. C'est imaginer en fait qu'elle est en train de travailler sous une presse, par exemple, avec la jambe qui est blessée. Et ça, on sait que quand on fait ce genre de travail d'imagerie, on limite la perte de force dans la jambe qui est blessée, on limite même la perte de volume musculaire, ça a été montré aussi. Donc le fait voilà, de prendre le temps de visualiser qu'on utilise et qu'on sollicite la partie qu'on ne peut pas solliciter en vrai, on va la solliciter au moins dans notre esprit. Encore une fois, sans difficulté ni douleur. Savoir se relaxer. Donc, pratiques de relaxation et de contrôle respiratoire sont essentielles dans la réduction du stress. Donc, on l'a dit tout à l'heure, le stress est un facteur clé souvent un facteur clé dans la blessure. Donc, les techniques de relaxation sont employées aussi pour réduire la tension musculaire plus propice à la guérison. Quand je suis capable de réduire les tensions musculaires dans mon corps, du coup, mon corps va mieux réagir. Et en plus, atteindre un état de relaxation corporelle, c'est un préalable pour une utilisation plus efficace de l'imagerie. Donc, ça permet d'inhiber l'activité somatique du muscle. Donc, l'activité somatique, c'est l'activité, on va dire, douloureuse, les informations qu'il peut nous envoyer en termes de douleur. Et puis, ça limite aussi mes pensées négatives. Donc, travailler sur relaxation, contrôle respiratoire, méditation, sophrologie, une technique qui, à un moment donné, nous permet de nous déstresser et de nous relaxer. C'est jamais inutile, bien au contraire. Ensuite, dans l'approche importante du rétablissement, il y a comment transformer la situation en opportunité. Ça fait partie des processus importants pour une guérison rapide. Comment je peux profiter de mon processus de guérison pour transformer ma situation en défi afin de me dépasser et de reconsidérer mon style de vie et mes habitudes. Et pareil, un certain nombre de recherches montrent qu'il y a un bénéfice lié à cette réflexion. Et plusieurs exemples mettent en évidence qu'on peut tirer des leçons grâce à l'expérience des blessures, notamment en développement des habiletés mentales. C'est le bon moment pour prendre le temps de faire de la relaxation, de l'imagerie, des choses qui vont nous aider à la fois dans le processus de guérison, mais aussi dans l'approche de la compétition une fois qu'on y sera revenu. Donc là, je vous ai mis aussi 2 témoignages. Un témoignage de Didier Kuhl, donc un skieur suisse qui était champion du monde de descente. Il a été blessé donc à 31 ans. Il dit rétrospectivement, je me dis que l'aubaine a peut-être été d'ordre psychologique. Mon approche mentale du sport a changé suite à cette blessure. J'avais 31 ans, traversé une année difficile, je voyais des choses différemment. La pression, c'était plus de gagner, mais simplement de recommencer à skier. J'ai appris à mieux relativiser, cela m'a aidé au cours des 5 années écoulées. Il a skié encore derrière pendant 5 ans. Et puis le deuxième, donc c'est Maëva Dalma, donc une athlète qui s'était blessée donc, sur un 3000 cycles, qui avait les ligaments du genou, le croisé du genou qui avait lâché. Et donc elle dit, quelques semaines après ma blessure, dès que j'ai pu remarcher, je me suis lancé dans la réalisation du défi que la vie m'avait lancé, revenir à mon plus haut niveau, revenir plus fort, réaliser mon rêve. Vous voyez, à partir du moment déjà où on arrive à utiliser, à transformer le problème qu'est la blessure en défi, forcément, on va être dans une dynamique beaucoup plus positive. C'est la diapo d'après. Donc, développer une attitude positive, ça, c'est clairement l'élément critique en fait, dans tous les types de convalescence. À partir du moment où j'ai une attitude positive, je vais augmenter je vais accélérer ma guérison. C'est une des caractéristiques de l'athlète qui guérit rapidement. C'est quelqu'un qui est plus optimiste. L'athlète qui guérit plus ou moins rapidement est plus ou moins optimiste. Et ceux qui sont plus optimistes guérissent plus rapidement. Et il y a même eu des études de fait sur des choses beaucoup plus lourdes, sur des gens en phase terminale de cancer. Les gens qui ont une attitude positive vivent, même en phase terminale, vivent plus longtemps que ceux qui ont une attitude négative. Donc c'est aussi, ça rejaillit même jusque dans ces pathologies lourdes.
Et donc, les optimistes ont tendance à accepter la réalité des situations négatives sans la nier, à s'engager directement dans le processus de guérison et sans sous-estimer la douleur. Donc, en fait, le fait d'être positif, ça permet, j'en parlais tout à l'heure, hein, première chose à faire, accepter la réalité de la situation. Forcément, si j'accepte rapidement et que j'ai une attitude positive, ça va m'aider. Et donc, les optimistes aussi, ils réinterprètent de manière positive les situations et cherchent du soutien social. On l'a dit aussi, soutien social extrêmement important dans les moments difficiles comme on peut vivre, comme on peut vivre quand on est blessé. Et il y a une corrélation significative entre maladie, blessure, visite chez un professionnel de santé et le style explicatif négatif, c'est-à-dire que la façon de parler, voilà, la façon d'expliquer les choses de manière négative, le pessimisme, le sentiment de culpabilité et l'attribution de la guérison à des facteurs externes, ce qu'on a parlé tout à l'heure, le locus. Si je suis sur un locus externe, donc j'attribue mes facteurs de guérison à l'extérieur de moi, eh ben, je vais être plus malade, je vais être plus blessé, je vais faire appel plus souvent aux professionnels de santé. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment significatif, d'où la nécessité d'être positif, même si, on est bien d'accord, c'est pas facile forcément quand on est blessé, quand on s'est investi beaucoup, mais plus on arrive à rebasculer vers quelque chose de positif, moins on va mettre de temps à revenir. Encore un petit témoignage, Lauriane Lampérin, donc c'est une sportive qui a été championne de France de tumbling. Tumbling, c'est une discipline de gymnastique où ils enchaînent les saltos, ils enchaînent les figures en fait sur une piste toute droite. Et donc elle a une grosse blessure au dos. Et elle dit, quand je me suis blessé au dos, je me suis demandé si je pourrais faire du sport, du tumbling un jour. Quand le chirurgien m'a dit oui, que c'était possible avec 2 opérations nerfs du bassin, j'ai foncé et je n'ai plus jamais envisagé que je ne reviendrais pas. Ça prendrait le temps qu'il fallait, mais je reviendrai. C'est ce qui m'a fait avancer et garder le moral tout au long de cette année. J'avançais au jour le jour, sans penser au lendemain, en essayant de progresser dans ma rééducation. Mon défi était de faire toujours mieux qu'hier. C'est ce qui m'habitait tous les jours en me réveillant. Et suite à cette blessure au dos, elle a, je crois, été 3e au championnat d'Europe, au championnat du monde. Voilà, elle est revenue au niveau qu'elle avait avant sa blessure, parce qu'elle est aussi entrée dans cette dynamique positive. Je fais remplir ma bouteille. OK. Dernier élément aussi important, le dialogue interne. Donc ça rejoint le côté positif de l'attitude positive, évidemment, puisque le dialogue interne, il agit sur notre attitude. Donc, conduire un bon dialogue interne peut être efficace pour se contrôler aussi, en guidant les pensées positives et en réduisant les pensées négatives. Donc, en lien avec ce qu'on vient de dire, avoir un bon discours interne, c'est essentiel. Et c'est aussi à ce niveau-là qu'existe la plus grande différence entre les groupes d'athlètes dits à guérison lente et les groupes d'athlètes à guérison rapide. Les athlètes qui ont un discours positif, qui s'encouragent et se motivent, raccourcissent leur temps de convalescence. Un dialogue interne, ça donne quoi? Ben voilà, ça peut être ma situation, ma condition s'améliore de jour en jour. Je me sens bien, je suis confiant dans ma capacité à retrouver mon meilleur niveau. Une question qu'on peut se poser dans le discours interne, qu'est-ce que je peux faire pour exploiter au mieux cette situation? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'améliorer encore? Voilà. Donc ça, c'est le discours interne, c'est juste des choses à se répéter. Voilà. Ma situation s'améliore de jour en jour, je me sens bien, je suis confiant dans ma capacité à retrouver mon meilleur niveau. C'est 3 phrases que je peux très bien me dire tous les jours, prendre 5 minutes tous les jours pour renforcer ça, travailler sur le discours interne. Et le fait de répéter ça, ça va donner une dynamique à l'athlète, ça va lui permettre d'avancer plus vite et de revenir plus vite. Le dernier élément, la peur de la rechute. C'était aussi une question qui m'avait été posée. Alors, il y a peu de données qui sont disponibles sur la question. Il n'y a eu pas beaucoup de recherches qui ont été faites. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'anxiété de reblessure peut être légitime jusqu'à un certain point, évidemment, mais ça peut aussi augmenter le risque réel de se reblesser. C'est un peu l'impact, en fait, c'est un peu l'effet Pygmalion, dont on avait parlé au trou, c'est à partir du moment où je crois que quelque chose
a un risque d'arriver, j'augmente en fait la possibilité que cette chose-là arrive. Donc, si je suis vraiment très anxieux dans le fait de me reblesser, ben, forcément, à un moment donné, je vais augmenter mon risque que ça arrive réellement. Et du coup, on peut logiquement penser, on peut même logiquement dire qu'un bon accompagnement dans le processus de guérison, c'est-à-dire utiliser tous les éléments ou toute ou partie des éléments dont on vient de parler, doit réduire le risque de se reblesser. Parce qu'en fait, ce qui peut créer souvent effectivement le risque de reblessure, c'est l'anxiété, beaucoup. Donc, voilà, j'ai peur de rechuter. Donc, si je travaille pendant tout le processus de guérison sur le fait de renforcer positivement et de revenir avec l'idée que de toute façon, les choses vont bien se passer et puis que je vais retrouver 100% de mon niveau sans, sans risque particulier, forcément, je vais augmenter mes chances que le retour à la compétition se passe pour le mieux. Donc, conclusion et questions-réponses après. Donc, évidemment, bien que la prise en charge médicale soit la première chose à mettre en œuvre, évidemment, lorsque la blessure arrive, s'il y a nécessité d'arrêt, de soins, de chirurgie, il faut évidemment, première chose à faire, passer par le médical. Par contre, il est indispensable dans le même temps, ou dans un temps très court derrière, d'accompagner l'athlète pour qu'il puisse se projeter rapidement dans le processus de guérison, on l'a vu. Donc, l'aider à exprimer ses émotions, mettre en place un travail qui va lui permettre de garder le contact social, de continuer à pratiquer, d'accélérer le processus de guérison, de rester positif. Et donc, en tant qu'entraîneur, on doit avant tout assurer le maintien du lien social et le contact avec l'athlète. Et ensuite, aider ou orienter l'athlète pour qu'il trouve l'espace d'expression dont il a besoin, et puis qu'il puisse mettre en place une stratégie de réhabilitation physique et mentale, on l'a vu. La réhabilitation physique, on l'a toujours. La réhabilitation mentale, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément beaucoup, alors que c'est sans doute aussi important, vous l'avez vu, je pense que j'ai plus besoin de vous convaincre, c'est important de pouvoir accompagner l'athlète dans toutes les dimensions. Et la dernière chose, donc, les documents sur lesquels je me suis appuyé donc, pour préparer cette petite conférence de ce soir. Voilà, c'est une étude sur la blessure chez les athlètes, une étude sur les déterminants d'anxiété de reblessure, justement, c'est un des rares éléments qu'on peut trouver. Un petit document sur le surentraînement et le burn-out, et puis un blog donc, sur lequel j'ai trouvé donc, les témoignages dont je vous ai fait part. Je laisse les crédits à l'image, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole ou mettre une question dans le fil de discussion si vous ne voulez pas parler. Je suis à votre écoute. Je suis un peu en retard, mais ce n'est pas grave. J'ai l'habitude de trop parler. Non, pas de questions, j'ai été clair à ce point-là. Si. Damien a levé la main. Salut Yannick. Salut Damien. Est-ce que, bon, déjà, merci pour ta conférence là, sur les blessures. Et je voulais savoir s'il y avait une étude de fait sur le facteur âge au niveau des blessures. Est-ce que l'âge influence la blessure? Ouais, jeune athlète ou les athlètes jusqu'à master, tu vois? C'est une bonne question. J'ai pas trouvé de choses en sens-là. Après, j'ai pas cherché spécifiquement là-dessus. Et une autre aussi, est-ce qu'il y a un facteur aussi entre voir si c'est un athlète masculin ou féminin? Est-ce qu'il y avait des statistiques là-dessus, si les filles se blessaient plus ou moins que les hommes? Alors, sur le nombre de blessures, j'ai pas cherché d'infos non plus, j'ai pas été creusé jusque-là. Par contre, ce que j'ai vu dans un des documents que j'ai utilisé, c'est que dans les réactions à la blessure, il y a une émotion qui est très présente chez les hommes et qui n'est pas beaucoup présente chez les femmes, c'est la colère. Les hommes sont beaucoup plus en colère sur le fait d'être blessés que les femmes. Alors après, quel impact ça a derrière? C'est une bonne question.
Mais j'ai pas eu de, comment dire, j'ai pas été chercher de statistiques sur est-ce que les femmes se blessent plus que les hommes. Donc, je ne vais pas vous répondre de bêtises. Après, je sais que dans l'Assemblée, il y a Jean-Michel qui est là, qui est médecin sportif et qui peut peut-être nous dire si lui a ce genre d'informations. Il avait dit tout à l'heure qu'il n'arrivait pas à connecter son micro, mais s'il a des infos et qu'il peut nous répondre dans le fil de discussion, ça peut être intéressant. Je le prends à partie comme ça, à froid. J'ai une autre question aussi, Yannick. Oui, vas-y. On voit de plus en plus dans les articles sur l'athlé, etc., que les sportifs intègrent plus de muscu dans leur préparation, Oui. que ce soit les coureurs de fond, demi-fond ou autres. Hein. Est-ce Oui. que là-dessus, il y a eu des études de fait que si la muscu, bien entendu, on sait un peu, hein, réduit le facteur blessure, est-ce qu'il y a vraiment des choses de fait là-dessus? Alors, ça, c'est pareil, c'est pas des. Sur la recherche, moi, je ne suis pas toujours né dans les recherches. Après, on sait que la musculation, ça augmente le rendement, ça c'est clair. Il y a un meilleur rendement musculaire quand on progresse en force, évidemment. Dans la musculation, c'est comme dans tout type d'entraînement. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend à quel volume, à quelle intensité, moi, j'aurais tendance à te dire que c'est une bonne idée, mais après, ça reste mon avis. Et je pense que s'ils le font, c'est qu'ils y trouvent un intérêt aussi. Mais après, il y a musculation et musculation. Il y a aussi à quel niveau ça se fait. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ce soit hyper utile à un athlète de niveau régional qui fait de la course à pied d'aller faire de la musculation, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire avant. Par contre, voilà, faire du renforcement musculaire, mais la musculation lourde en tant que telle, je pense que c'est un facteur supplémentaire de progression que tu peux mettre à un moment donné dans la balance. Mais voilà. Alors, Jean-Michel nous répond sur le plan blessure. Les dangers des blessures chez les féminines sont parfois liés au fait qu'on a tendance à les entraîner comme les hommes, alors que les variations hormonales ont des indices plus importants. Donc, ça a des incidences importantes. Oui. Ça, on a beaucoup de boulot à faire effectivement là-dessus, sur la gestion de la charge d'entraînement liée aux problématiques hormonales beaucoup plus importantes chez les filles que chez les hommes. La difficulté qui peut se poser aussi dans la relation entraîneur-entraîné, c'est souvent des hommes qui entraînent, et pour une femme, aller dire à son entraîneur masculin j'ai mes règles, je ne me sens pas bien, j'ai mon syndrome prémenstruel, etc., c'est pas facile. Dans la communication, c'est pas forcément facile. Sait-on si une alimentation spécifique améliore la guérison? L'améliorer, je ne sais pas. Après, on sait qu'il y a des aliments qui sont inflammatoires. Donc, il y a sans doute des aliments, ça c'est pareil, il faudrait interroger un nutritionniste là-dessus, mais je pense que voilà, sur l'alimentation de guérison, il y a sans doute des aliments à éviter pour que le syndrome inflammatoire s'en aille. Ça, c'est aussi pour ça que de plus en plus de sportifs de haut niveau ont des nutritionnistes. Et puis, voilà, alimentation et aussi hydratation, qui prévient évidemment bon nombre de lésions, comme le dit Jean-Michel. Et puis, Jean-Michel précise également que sur l'hyperlaxité, c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans les amplitudes de mouvement, effectivement. On a souvent les blessures musculaires viennent souvent du fait on dit qu'elles viennent souvent du fait qu'on tire trop fort sur le muscle.
et qu'on est dans une amplitude qui est trop importante et que le muscle lâche à ce moment-là. Donc, voilà, des choses à prendre en compte. Mais on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la gestion de l'entraînement. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on ne sait jamais tout. Pour la guérison, il est important d'avoir une alimentation variée et non restrictive pour permettre une guérison optimale et limiter l'inflammation post-blessure. Okay. Merci Jean-Michel. Alors, en attendant que vous trouviez une autre question, je vais anticiper la prochaine conférence, donc, qui sera le 22 mars, je crois qu'on a placé. Je vérifie juste que c'est bien cette date-là qu'on a pris. Oui, c'est ça, mardi 22 mars. Donc, on sera dans la continuité de la conférence de ce soir, puisque je ferai intervenir Laurence Vivier, donc, qui est une de mes collègues qui est en charge du running. Et je lui ai demandé d'intervenir sur la reprise. Donc, l'étape d'après, c'est comment reprendre en running en post-blessure. Donc, elle nous fera une petite intervention là-dessus le 22 mars. Et donc, oui, Jean-Michel précise, le sommeil, effectivement, est essentiel sur la sécrétion des hormones de régénération, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, si je dors bien, si j'ai une bonne qualité de sommeil et que j'ai un sommeil suffisamment conséquent, ça va aussi aider le processus de guérison. C'est à la fois, j'en parlais en prévention, mais évidemment aussi dans le processus de guérison, c'est important de pouvoir bien dormir, puisque la régénération hormonale se fait pendant la nuit. Merci Jean-Michel pour le surentraînement souvent négligé avec des athlètes qui ont tendance à en vouloir en faire trop pour se rassurer. Ben oui, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Hein. C'est l'athlète, il en perd. Moi, j'ai le cas d'une athlète en période de compétition en ce moment là, qui est en difficulté physique. Je dis, oui, ça ne sert à rien de continuer. La seule option pour elle, pour essayer de repartir un petit peu correctement dans sa saison, c'est de se reposer. On ne peut pas en faire toujours plus, toujours trop, toujours. C'est quand on sent qu'on a besoin de s'arrêter, il faut s'arrêter. C'est la meilleure option. Continuer de toute façon, c'est continuer à creuser le déficit physique. Et à partir du moment où on creuse le déficit physique, on s'assure que de toute façon, il ne va rien se passer derrière. Donc ça, c'est sur entraînement, je vous le disais tout à l'heure, il vient des entraîneurs qui des fois poussent trop les athlètes, mais il vient aussi des athlètes qui des fois effectivement veulent en faire trop. L'entraîneur a limité les velléités dans ce domaine et savoir que le repos est essentiel de la performance, c'est clair. Aussi, des fois, il faut tempérer l'entraîneur et des fois, il faut tempérer l'athlète. Alors, des fois, il y a des athlètes qu'il faut un peu pousser aussi, ça dépend. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, les athlètes qui sont vraiment motivés ils ont envie de faire de la performance, ils ont pour beaucoup tendance à en faire trop. On est bien d'accord là-dessus. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres choses, d'autres questions? Il nous reste quelques minutes. Non, tout est clair. Très souvent, les athlètes sont des têtes de mule qui n'écoutent pas leur corps. Ben oui, ça c'est clair. Et oui, voilà, l'état psychologique et le stress, source de tension et d'éventuelles blessures, ça c'est une des clés aussi, effectivement, hein, de travailler sur apprendre à gérer son stress, apprendre à se relâcher, apprendre à être plus je suis capable d'avoir un relâchement important au niveau musculaire, déjà, plus je vais limiter les risques de blessure. Ça, c'est... Donc, être capable de lâcher un petit peu, apprendre à gérer son stress.
je vous dis, il y a plein de choses qui permettent d'apprendre à gérer le stress maintenant. Vous allez, si vous cherchez sur Internet, il y a plein de... Pour les médicaux, c'est aussi de rassurer le stress de l'athlète et de l'entraîneur, effectivement. Il y a aussi la partie gestion du stress. C'est le médical s'y intéresse aussi, bien évidemment. Ça fait partie des choses intéressantes. Et c'est souvent, pour en avoir discuté avec la clinique qui intervient au niveau de notre ligue, on en parlait l'autre jour, elle me dit des fois, dans mon cabinet, en fait, le sportif, il vient, il s'assied, on discute une demi-heure, puis il repart, et en fait, j'ai rien fait de spécial au niveau mécanique, mais en fait, il a besoin d'éjecter les choses, il a besoin de vider des fois son sac, et puis de relâcher un petit peu la pression, puis ça va mieux. Et puis, voilà. On travaille autant la tête que le corps dans l'analyse médicale peut-elle prévenir une blessure? La plupart du temps, non. Alors, je sais qu'il y a des choses qui sont en phase, pas qu'en phase de test, qui sont utilisées dans le suivi de l'entraînement maintenant un peu plus poussé à l'INSEP. C'est des tests salivaires pour voir un petit peu au niveau hormonal s'il y a c'est un suivi hormonal, c'est quasi quotidien, je crois, pour voir l'évolution d'un certain nombre d'hormones et pour éviter, en fait, pour limiter le risque de blessure, parce qu'ils ont réussi à voir qu'il y avait un certain nombre de marqueurs dans les hormones qui fait que quand les hormones sont dosées à certains niveaux, il y avait une augmentation des risques de lésions musculaires. Les tests salivaires sont intéressants, mais trop en retard sur l'évolution de la forme et du risque de blessure. Ouais. Donc, on a encore des choses à trouver là-dedans. C'est pas... Ouais, je savais qu'ils faisaient ça, mais je ne savais pas trop où on était sur les recherches par rapport à ça. Alors, dans les autres domaines dans la prévention, par contre, du surentraînement, il y a la variabilité de la fréquence cardiaque qui est intéressante, où là, ça permet de faire un suivi de l'état du système nerveux central et d'autres marqueurs aussi quand on a le test complet. Et ça permet d'avoir un état énergétique du système nerveux où là, on peut anticiper et changer rapidement de mode d'entraînement aussi pour rééquilibrer le système nerveux, qui est l'équilibre du système nerveux, c'est un des marqueurs du surentraînement, justement. Et donc, le fait de faire des tests réguliers, ça c'est de plus en plus utilisé. Enfin, le ski de fond l'utilise et le biathlon l'utilise depuis des années, puisqu'un des pionniers là-dedans, c'est Laurent Schmitt, qui était, il a changé de poste, mais qui était en charge du suivi des équipes de France de ski de fond et de biathlon depuis très longtemps, où il gérait l'entraînement sur ce test-là, et en fonction des niveaux d'énergie du système nerveux, il variait l'entraînement, il changeait de mode d'entraînement, donc ça, c'est aussi quelque chose. Et le HRV, il y a de plus en plus de cardiofréquence-mètres qui le font, où là, on peut justement voir un petit peu le niveau de fatigue. Donc, alors, je reprends Jean-Michel. Donc, l'évaluation avec l'échelle de Borg, c'est déjà très bien, mais peu utilisé en athlète, effectivement. Alors que c'est quelque chose d'extrêmement simple, l'échelle de Borg. Vous pouvez, en plus, en termes de suivi, c'est simple. Hein, vous avez soit l'athlète, il a son cahier d'entraînement, puis il peut noter après chaque séance, ou alors vous pouvez carrément faire un tableau de suivi, et puis à chaque fois, vous demandez, vous avez votre tableau de suivi. Chaque fois que l'athlète est à l'entraînement, vous lui demandez la difficulté de la séance, et après, vous pouvez faire justement un suivi de courbe, en disant, tiens, vous pouvez vous rendre compte aussi peut-être que l'athlète, ça fait un petit moment qu'il tape un peu trop dedans, ou que peut-être qu'il faut en remettre un peu. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et puis, donc, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est bien, surtout pour les athlètes très sérieux et en endurance, effectivement, ou en autre sport du même type. Voilà. Les sprinters ne sont pas assez réguliers en série pour les tests sérieux de variabilité. Ça peut être intéressant pour les sprinters, mais effectivement, il faut, pour que ce soit utile, il faut quasiment le faire tous les 2-3 jours. Et il y a plein d'athlètes qui oublient de le faire, qui ne le font pas. Pourtant, ce n'est pas très compliqué. Hein,
c'est un petit quart d'heure, un maxi à faire le matin au réveil. Je crois que le test de base, ça doit être 5 minutes couché et 5 minutes debout, quelque chose comme ça, mais sans bouger. Mais c'est vrai que voilà, il faut avoir le suivi et la capacité de faire les choses de manière régulière. Jean-Michel, je vais vous laisser votre remarque. Mais c'est vrai. Problématique du sommeil, effectivement, c'est voilà, une des pistes les plus importantes, c'est la gestion du sommeil. Il y a plein de sportifs en fait qui ne dorment pas assez parce qu'ils traînent le soir, les écrans et compagnie. C'est des jeunes ou des moins jeunes. L'avantage des sportifs de niveau, c'est que souvent, l'entraîneur en relation avec l'équipe médicale, donc plus au courant du protocole à mettre en place. Effectivement, ce n'est pas toujours facile d'avoir un encadrement médical. On peut pas. Après, c'est aussi à nous, entraîneurs, de se créer l'environnement médical. Après, c'est sûr que c'est plus facile quand on a une structuration au niveau et puis qu'on est dans une ville où il y a une structure, où il y a des structures qui s'intéressent au sport, au domaine sportif. Hein. Mais on peut en trouver, je pense, un peu partout des gens du médical qui s'intéressent au sport. On peut en trouver un peu partout. Il faut juste effectivement fouiller un petit peu. Bien. Bah, écoutez, je crois qu'il me reste à vous remercier, sauf s'il y a une toute dernière question, éventuellement. Bon, bah, écoutez, je vais vous remercier. Merci à vous. Merci Jean-Michel pour le complément d'information. Merci à vous. Et puis, on se revoit, j'espère, le mois prochain, comme je vous le disais, donc le 22 mars, reprise d'activité. Alors, ce sera orienté running, je vous disais, puisque Laurence est running, mais je pense qu'il y aura des choses à prendre, on va dire, pour toutes les disciplines, puisqu'elle va parler je sais déjà de quoi elle va un peu parler, d'entraînement croisé, de changer un petit peu les modes d'entraînement. Donc, il y aura, je pense, des choses à prendre pour tout le monde. Donc, merci à vous. Bonne fin de soirée à tous. Et puis, à très bientôt, au 22 mars, pour ceux qui viendront. Et bonnes vacances pour ceux qui en ont. Merci beaucoup.